Les troubles érectiles. L'homme qui en souffre a tendance à fuir les rapports sexuels, qu'à donner des explications qu'il a des problèmes pour maintenir ou obtenir une bonne érection. Comment allier troubles érectiles et couple? Comment gérer ce problème dans un couple? Et pour en parler, vous êtes sur notre plateau, les hommes d'ici. Ici, nous parlons de tout. Je suis avec mon ami, le fils de Gondo, Juste Crépin. Comment vas-tu, Crépin? Oui, ça va bien, Siro, ça va. Tu sais, quand tu finis de parler des troubles érectiles et puis tu me salues comme ça, là, je me sens tout de suite accusé. Mais on va parler de ça, les poussées des marées, c'est des choses qu'on vit, mais on a tellement honte parce que toute la puissance, toute la masculinité de l'homme souvent se résume à son activité sexuelle. Je pense que dans cette émission, on aura le temps d'entrer dans les détails. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Bienvenue sur le chaleureux et beau plateau des hommes d'ici. Ici, c'est ici. Ici, nous parlons des hommes et nous parlons de tout. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles érectiles. Je suis avec mon ami Juste Gondo Crépin. C'est ça? Et nous avons des invités de taille. Docteur El Amin. Bonjour, docteur. Bonjour, Siro. C'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir pour moi aussi de vous croiser. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Nous sommes aussi avec le docteur Osman. Comment vas-tu, docteur? Je vais très bien, Siro. Et chez toi, ça va? Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible. Très, très sensible. Et les hommes ont souvent tendance, honte de parler de cela. Très. Ou à fuir. Mais il faut que nous en parlions. Très important. Crépin, Oui. as-tu déjà vécu cette situation? Oui. Je pense que comme tout homme, on ne peut pas être à 100% constamment. C'est un peu honteux d'en parler, mais il faut qu'on puisse permettre que les langues se délient afin de pouvoir penser à trouver des solutions à cela. On ne peut pas être au top tout le temps. Il y a des périodes où il y a tellement de causes, il y a le stress. Moi, par exemple, quand j'ai des objectifs à atteindre, sur le plan professionnel, quand j'ai un gros projet, c'est comme si mes fonctions érectiles même étaient en berne, totalement. Parce que je n'ai pas... C'est pas ça la priorité pour moi, là. Il y a des jours aussi où tu as tellement sublimé l'acte sexuel que tu vas faire. Là, tu as fait des promesses, tout. Et puis, devant la réalité, souvent, tu ne réussis pas à accomplir le geste comme il faut, quoi. Souvent, tu comprends aussi que tu es fatigué. Tu arrives, ça ne marche pas. Mais comme on a honte de ça, très souvent, on accuse soit la fatigue. Non, tu sais, c'est le stress. Non, c'est ceci, cela. Mais voilà, on a vécu ça, par moment. Docteur Osman, avez-vous déjà vécu cela? Alors, personnellement, comme je le disais tout à l'heure, tous les hommes, pratiquement 80-90% des hommes sur Terre. Non, ici, au fait, chacun parle. Oui. Voilà. Je veux parler de la partie de la généralité pour aller arriver à la spécificité. Personnellement, comme 80% des hommes sur cette Terre, on a tous connu à un moment ou à un autre. Docteur Osman, répondez de façon claire. Est-ce que tu souffres de coco? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Avez-vous déjà vécu des troubles? Effectivement, comme 80% des hommes sur la Terre, j'ai aussi quelquefois vécu des situations où à cause de certains facteurs, surtout nous qui sommes médecins, qui sommes à l'hôpital, parfois dans le stress et tout ça, on peut vivre ces genres de choses-là. Je voulais poser la même question aussi au docteur El Amin. Docteur. Non, mais ce que je voudrais dire, Siro, c'est que c'est un problème qui concerne tous les hommes. C'est ça. Sans exception. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu vraiment de problème sérieux. Mais à un moment ou à un autre, c'est un problème qui peut concerner tous les hommes. Tous les hommes, sans exception. Deux docteurs ont parlé, un influenceur a parlé. Moi aussi, j'ai oublié d'avouer. J'ai déjà vécu ça. Mais nous allons permettre à ceux qui sont hors de notre plateau de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat.
Bon, la petite, elle est attirante. C'est étant dehors, peut-être là. Elle est attirante, tu fondais, tu trouves bien les jazz. Maintenant, sur le terrain, finissez d'abord, faites les trucs, vous rentrez dans la maison maintenant là. Tu trouves qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça fait que même là, le moteur de l'autre côté me refuse de faire un truc. Mais ce qui dit pensait même pour aller gérer le truc, tu n'as pas eu là un truc, on appelle ça comment en réalité. Donc ça fait que ça te déstabilise. Donc ça fait que le moteur même en bas il refuse de réagir. Et le cerveau même derrière même est découragé. Donc ça fait que le bas même là, il ne répond plus. Mais quand c'est comme ça là, elle trouve qu'elle-même là, soit il y a un way qui se passe, mais soit c'est toi qui ne vaut rien. Ok, c'est pas toi. C'est elle-même là, ça ne va pas. Sinon, les garçons, tu sais qu'ils sont toujours. En tout cas, les garçons qui sont normaux, hein. Il y a des garçons ici, là, tu les vois dans la rue, ils sont choqués, ils sont quoi, mais eux-mêmes, ils ne répondent pas en bas. Ça dépend. On s'est connus, ça fait. On a fait au moins 6 mois comme ça ensemble. Ben, il n'était pas pressé, on a dit non qu'il n'était pas pressé jusqu'à ce qu'il vienne voir les parents pour me marier, tout ça. Maintenant, le premier jour, il dit non qu'il avait honte de moi parce que, enfin, on ne se connaissait pas, c'est par l'intermédiaire d'une amie qu'on s'est vu. Donc après ça, bon, on est rentré dans la chambre, il aussi lavé et tout ça. Bon, il a fait ce qu'une femme doit faire, mais là, il ne levait pas elle-même, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non que c'est la honte et tout ça. Donc moi, il est comprise, mais il voit que même une deuxième fois, ça s'est reproduit encore jusqu'à ce qu'on divorce parce qu'il ne pouvait pas tenir. Oui, on a fait la dot. Parce que bon, on est parti à l'hôpital, les parents m'ont donné des médicaments, tout ça, mais il ne faisait pas au fait. Donc, mais il dit que peut-être qu'il connaît lui son problème, qu'il a, peut-être que c'est un sort et tout ça. Donc, il a laissé tomber. Ce soir, moi aussi, j'ai envie, il ne peut pas. Et puis les jaloux, quand il cause les autres garçons, les jaloux, donc ça ne va pas arranger. Mais Le sujet est tellement important que vous avez vu la tranche d'âge qui a témoigné sans complexe. Ils sont tellement jeunes. Comme les docteurs l'ont dit tout à l'heure, c'est à tout âge et ça touche tous les hommes. Celui qui dit qu'il ne l'a pas connu, je ne peux pas dire que c'est un menteur. non, c'est un menteur. C'est un menteur. Mais FO, ça veut dire faux. Docteur, Oui. c'est quoi un trouble érectile? Alors, on définit comme trouble érectile l'incapacité d'un homme à créer ou à maintenir une érection normale. Donc, il faut savoir qu'une personne, lorsqu'il a une relation sexuelle, il va passer par 4 phases. La deuxième des phases, après l'excitation, c'est la production d'une érection masculine. Donc, c'est l'afflux de sang. Vous savez, l'organe masculin, il est composé de plusieurs zones à l'intérieur. Il y a le corps caverneux, il y a le corps spongieux. Donc, le cerveau, lorsque le cerveau a déjà accepté qu'il y aura une relation sexuelle, le cerveau va stimuler 2 nerfs qu'on appelle les nerfs érecteurs. Et ces nerfs érecteurs-là vont envoyer du sang. Ils vont stimuler aussi les vaisseaux qui sont dans la zone. Le sang va affluer dans l'appareil génital masculin et donc il va pouvoir se produire une érection. Donc c'est l'incapacité d'avoir cette érection, c'est une dysfonction érectile, ou l'incapacité de la maintenir, parce qu'on peut l'avoir pour quelque temps et puis elle ne se maintient pas, c'est aussi une dysfonction érectile. Wow. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais, un peu pour situer le débat, c'est replacer ces problèmes de troubles érectiles dans un contexte plus global. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de ce qu'on appelle des dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire l'incapacité, en fait, à avoir une relation sexuelle. Et comme il l'a dit mon confrère, un acte sexuel, c'est en gros 4 étapes. Il y a d'abord l'excitation, ce qu'on appelle la libido. Il y a ensuite l'érection, d'accord? Et c'est là où vous parlez de troubles érectiles, ce qu'on appelle l'impuissance. Parce que non seulement il faut avoir la capacité d'avoir une érection, mais de la maintenir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après l'érection, il y a la jouissance, d'accord? Et ensuite, le dernier stade, c'est l'orgasme. Même si, effectivement, chez l'homme, la jouissance et l'orgasme sont souvent concomitants. Mais il y a ces 4 étapes. Et dans ces 4 étapes, on peut avoir des problèmes sexuels. Donc les troubles érectiles, c'est vraiment la deuxième étape. Mais ce n'est pas les problèmes les plus fréquents. Le problème le plus fréquent chez l'homme, c'est les troubles de l'éjaculation. Vous voyez? Donc c'est un autre problème, d'accord? Après l'érection. C'est fréquent comment, vous faites? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les troubles érectiles de l'érection dont vous parlez,
c'est une catégorie de troubles que peut avoir l'homme pour accomplir un acte sexuel. Oui. Maintenant, l'autre, ce de quoi vous avez parlé tout à l'heure. Mais il y a des troubles de l'éjaculation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être capables d'éjaculer ou qui vont avoir même ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire, au lieu d'éjaculer de façon normale, ils vont éjaculer dans la vessie. Donc, il y a des troubles de l'éjaculation, vous voyez ? C'est un domaine qui est quand même particulier. Mais en gros, les troubles de l'éjaculation sont plus fréquents que les troubles de l'érection. Non, on va venir sur les troubles de l'éjaculation à ça. Il n'y a pas de problème. C'est la première fois que Et puis, il y a des gens aussi, il y a des gens qui peuvent avoir un orgasme même sans éjaculer. Donc, il y a des troubles de l'éjaculation. Et les troubles de l'éjaculation sont les problèmes les plus fréquents chez l'homme dans ce qu'on appelle globalement les dysfonctions sexuelles. Donc, les troubles érectiles dont vous avez parlé, c'est vraiment un trouble particulier, mais qui fait partie d'un ensemble plus global. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est quoi une érection complète? Une érection normale, oui. Une normale. C'est dans sa durée, dans sa rigidité? Oui. Encore une fois, en matière de sexologie, alors je précise bien sûr que moi je suis un médecin ORL, donc je viens dans cette émission pour participer à l'émission à l'émission Les Hommes d'ici, puisque j'ai déjà fait une émission avec les femmes d'ici. Oui. Donc je viens en tant que médecin et je viens en tant qu'homme. Voilà. Oui. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est un problème qui peut concerner tout le monde. On est tous concernés par ce problème, à un moment ou à un autre. Voilà. Donc une érection complète, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir une érection, c'est-à-dire un afflux de sang dans le sexe, mais dans un deuxième temps, à pouvoir maintenir cette érection jusqu'à la fin de l'acte sexuel. Le temps, en moyenne? Ça, c'est très variable. Moi, de façon globale, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter de définir des normes en matière de sexe. Okay. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Okay. Il y a des facteurs physiques qui interviennent, il y a des facteurs psychiques qui interviennent, et donc il n'y a pas véritablement de normes. Normalement, un acte sexuel complet peut se faire avec une érection qui va se faire et qui va se maintenir dans le temps en fonction du contexte, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, pendant 1 heure de temps. C'est très variable. Oui, et les hommes déjà doivent eux-mêmes comprendre c'est quoi la sexualité des hommes. Parce que souvent on se rend compte qu'on ne comprend pas. Il y a une forme de pression qu'on se met à nous-mêmes et c'est ce qui nous fatigue. Souvent la volonté de performance. Parce qu'on se dit c'est quand je vais durer que je serai garçon. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la performance. L'angoisse de la performance. Et ça peut beaucoup Et c'est ce qui nous fatigue. Absolument. Très souvent, c'est nous, on se met la pression. Absolument. Il y a d'autres, chacun a ses méthodes. Il y a d'autres qui vont aller d'abord se masturber avant de venir maintenant poser l'acte pour durer plus. Ça, c'est des techniques. Il y a d'autres qui vont utiliser n'importe quelle sorte de produit. Mais à la fin, si tu réussis à durer et que la personne en face de toi n'a pas pris de plaisir, c'est que tu as raté l'acte sexuel. Parce que l'objectif de l'acte sexuel, c'est que nous deux, on prenne plaisir. Et combien de personnes pensent que c'est le fait de faire des va-et-vient qui sont vigoureux? C'est ça, on dit que j'ai posé l'acte sexuel. Combien de personnes vont prendre le temps de respecter même les préliminaires? C'est quelque chose de basique, mais on ne prend pas le temps de respecter ça. Parce qu'en fait, le niveau de démarrage de l'homme et de la femme, ce n'est pas pareil. Elle, peut-être, elle va avoir son corps qui est mis dans les conditions normales de température et de pression, lorsque peut-être il aura des attouchements, tout ça. Mais nous, déjà, dans la tête, on est déjà dans l'acte avant d'arriver. Et c'est des questions face auxquelles il faut être conséquent avec soi-même. Frère, mets-toi en tête que je ne peux pas être performant tout le temps. Et que le corps qu'on a des limites arrivé à un certain moment. Si tu as un corps que tu n'es pas capable d'avoir un repos réparateur, tu n'es pas capable d'avoir une activité sportive, tu te nourris mal, tu dors très peu, tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ne sois pas surpris que sexuellement ça n'aille pas. Et après, si tu as recours à des produits, tu deviens dépendant de ces produits. Après, on va revenir dessus. Comment se manifeste un trouble érectile? Alors, déjà, je voulais revenir sur une petite partie de la question que vous avez posée tout à l'heure à mon aîné. Oui.
Déjà, à quel moment parle-t-on d'érection complète? Oui. Vous savez que chaque personne a un corps spongieux. C'est comme si vous avez un seau que vous devez remplir avec de l'eau. Chaque personne aura une quantité différente de liquide qui va remplir en fonction de la taille du seau. Il y aura des quantités différentes. Donc, les personnes, par exemple, qui ont un sexe qui est beaucoup plus large, qui ont un sexe qui a une taille un peu plus élevée, auront tendance à avoir des difficultés d'érection plus que des personnes qui auront un sexe qui est beaucoup plus court. Parce que c'est comme si on demandait à la même quantité de sang de remplir un petit seau et de remplir une barrique. Vous comprenez? Donc, le temps, il y a un délai qui est donné pour que l'excitation, la bonne excitation, puisse remplir suffisamment le sexe. Si, par exemple, vous avez fait une phase d'excitation de 1 minute ou de 2 minutes, votre cerveau n'a pas pris le temps suffisant pour pouvoir remplir le corps spongieux. Donc, vous allez vous retrouver avec une érection molle. Et vous allez penser que, c'est ce que Gondo disait tout à l'heure, c'est l'habitude. Vous allez penser que ce que vous voyez dans les films érotiques, les films pornographiques, c'est comme ça que ça devrait être dans la norme. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Maintenant, pour la durée, c'est vrai que comme le docteur a dit... Excusez-moi, il oui. faut expliquer ça en langage beaucoup plus digeste et beaucoup plus digeste. Donc, ce que tu expliques, c'est-à-dire que oui. ceux qui sont chargés, oui. souvent vont subir des érections qui sont molles. Plus que ceux qui ne sont pas trop chargés. Parce que ils doivent avoir une excitation plus longue. Oui. Ils doivent avoir une phase, comme on a dit, on a plusieurs phases dans l'érection. Oui. La première phase, là, elle sert à sécréter des hormones. Oui. Elle sert à préparer le corps à avoir une bonne érection. Oui. Si vous passez peu de temps dans la première phase, c'est comme si vous avez une pompe et un seau, comme je prends l'exemple. Si vous faites 1 seconde en ouvrant la pompe, le seau ne sera pas rempli. Plus le seau est grand, plus le temps d'ouverture de la pompe doit être élevé. Donc, plus ton truc est costaud... Plus vous devez durer dans l'excitation, dans la phase d'excitation et de préliminaire, pour pouvoir créer une bonne affluence au niveau... C'est combien de centimètres? Combien de centimètres? Non, il y a une norme... Ça, c'est la question de Siro qui intéresse Siro. Maintenant, pour le délai. Siro, ça, c'est la question classique qui intéresse tous les hommes. Mais encore une fois, c'est ce que je veux dire. Et moi, je m'insurge contre ça. Il n'y a pas de normalité. L'acte sexuel, c'est pas une longueur. Non, je suis désolé. Ah, docteur. Non, pas du tout. C'est pas une longueur. C'est beaucoup plus complexe. Non, c'est parce qu'il nous disait que plus c'est gros, absolument, plus ça dure, plus c'est petit, absolument, moins ça dure. Mais je disais aussi que par rapport aux durées, il y a ce qu'on appelle des moyennes qu'on calcule. En fait, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de durée fixe pour un bon acte sexuel. Mais il y a des définitions que l'Organisation mondiale de la santé a. Ce sont des moyennes en fonction de ce que tout le monde dans le monde entier vit. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, une relation sexuelle normale, c'est entre 7 et 10 minutes. Les plus petites relations sexuelles, pour parler d'éjaculation précoce, il faut avoir une éjaculation avant 30 secondes ou avant 2 minutes. La norme même, c'est en dessous de 30 secondes. Et la plus longue relation sexuelle, avant que ça rentre dans le cadre pathologique, c'est 44 minutes. Donc, une personne qui a 44 minutes de sexe, il est encore normal. Une personne qui a 30 secondes ou 1 minute de sexe, il est encore normal. C'est en dessous de 1 minute et au-delà de 44 minutes qu'il y a la pathologie. Donc, vous avez parfois des patients... Vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît. On peut zoomer sur lui. Donc, je disais que la norme qui est définie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est entre 33 secondes et 44 minutes. En dessous de 33 secondes, vous avez une éjaculation précoce. C'est-à-dire si vous avez une éjaculation avant pénétration, ou bien vous avez une éjaculation pendant les 33 premières secondes de la pénétration, vous avez une éjaculation précoce. Donc, sachez, cher homme, vous qui faites 2 minutes là, le docteur dit que vous êtes bon. Vous êtes bon. Continuez comme ça. Voilà. Vous qui faites aussi 43 minutes, vous êtes bon. Vous êtes bon. Donc, bon dans bonbon, pourquoi vous allez chercher les trucs ailleurs? Mais je voulais poser une question. Hein. Oui, allez. Ça, elle est tellement importante pour moi. Oui. Pourquoi un homme se retrouve souvent à ne pas avoir une érection devant une femme et quand il s'élève net, il va aux toilettes net, son truc s'élève? C'est spirituel. C'est spirituel. Non, effectivement, c'est la physiologie. C'est la physiologie de l'érection. Vous savez, il y a certaines choses qui vont stimuler le nerf érecteur. Même normalement, quand vous allez dans les toilettes, quand vous faites vos besoins, quand vous appuyez pour que les selles puissent sortir, vous appuyez avec le périnée sur les 2 nerfs érecteurs. Donc, normalement, vous pouvez avoir un mouvement. Ce n'est pas forcément une érection, mais vous pouvez avoir un mouvement. Il y a même des personnes, quand ils vont aux toilettes, vous voyez que les urines parfois sortent parce que ça fait une pression. Le périnée fait une pression sur et la vessie et les nerfs érecteurs qui peuvent créer ça. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut avoir une mauvaise érection à cause de l'angoisse de performance. Vous avez tellement envie d'avoir une bonne érection que vous n'avez pas une bonne érection. Et dès que vous sortez de là, peut-être même parfois la jeune dame est partie,
En ce moment, l'angoisse de performance disparaît et en ce moment, votre état normal revient. Vous avez votre érection normale. Waouh! Ouais. Donc, il faut lutter contre l'angoisse de performance. Le docteur disait tout à l'heure, c'est vraiment l'une des grandes causes. D'autres personnes parlent de stress, mais c'est vraiment l'angoisse de performance. Parfois, on a cherché une femme pendant 6 mois, 1 an. Le jour où elle vous dit oui, vous voulez vraiment tellement prouver voilà, que vous partez prendre des médicaments. L'angoisse de performance, à elle seule, peut détruire l'effet des médicaments. Waouh! Ne vous angoissez pas, ne vous angoissez plus. Prenez juste votre tabouret et asseyez-vous. Laissez-nous le temps d'aller à la pub. Aujourd'hui, nous parlons d'érection. La pub. Bienvenue sur notre plateau. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et aujourd'hui, nous parlons d'érection. De problèmes sexuels, Siro. Parce que on va être plus global. De problèmes Ça sexuels. concerne tous les hommes, donc Oui, il faut oui, qu'on oui, parle oui. de dysfonction sexuelle, de Ok. problèmes sexuels, OK. dont les troubles de Qu'est-ce qui l'érection. provoque cela? Alors, Angoisse, stress, anxiété. Justement, c'est bien, sur le plan pédagogique, d'expliquer à tout le monde que l'acte sexuel, c'est véritablement une symbiose, une harmonie, d'accord, entre le corps et l'esprit. C'est jamais le corps tout seul, c'est jamais l'esprit tout seul. On parlait d'éjaculation précoce, on parlait d'excitation. Un acte sexuel, c'est quelque chose de complet, c'est une imbrication complexe entre tout ce qui est excitation, tout ce qui est esprit, d'accord, et tout ce qui est physique, c'est-à-dire l'érection en elle-même, d'accord. Et ça, c'est très complexe. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as posé la question en disant, devant une fille, parfois, on n'a pas beaucoup d'érection, et puis après, quand on voit aux toilettes, etc. Il y a tout un contexte psychique. L'excitation, au départ, la libido, c'est tout. C'est la vue, c'est lui, c'est le toucher, c'est les mots qui sont prononcés. Donc il y a l'esprit et après il y a le corps. Et c'est cette imbrication des deux qui est indispensable pour arriver à une érection et un acte Avant, nous, on sexuel. pensait qu'un jeune ne pouvait pas avoir une érection molle. Mais tout à l'heure, quand j'ai écouté les différents témoignages, j'ai dit waouh. Ah, mais Siro, j'en parlais tout à l'heure. Tout dépend de l'hygiène de vie des jeunes. Les jeunes font des choses de vieux. C'est normal qu'ils aient des maladies de vieux aussi. Parce que je veux dire, la jeunesse avait un lien très étroit avec de la vigueur. Mais aujourd'hui, quand tu as la consommation de certains produits, il y a des gens qui mangent très sucré, il y a des gens qui mangent très salé, il y a des gens qui fument la cigarette, il y a tout ça qui fait qu'en fait, tu ne peux pas être performant dans l'acte. Mais comme c'est une opportunité que j'ai de pouvoir encore faire de la sensibilisation et donner des conseils, le conseil sur lequel je tiens à partir, c'est vraiment la consommation abusive de tout ce qui est produit excitant ou produit qui va permettre de pouvoir doper ou bien décupler la performance de l'acte sexuel. Les jeunes là sont tombés dedans. Le problème, c'est que quand tu envoies des secousses d'excitation à ton organe ou à ton organisme pendant longtemps, arrivé un moment, ça ne fait plus effet. Tu peux peut-être prendre un sachet aujourd'hui, mais arrivé un moment, ton corps est habitué à un sachet, donc tu vas en prendre 2 ou bien 3. Et malheureusement, le jour où tu arrêtes d'utiliser, ta vraie performance sort. Il y a beaucoup d'escrocs et de pafloteurs sexuels, dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, il va se doper, il va prendre ses choses et puis il vient. Mais la vraie réalité de qui tu es là, un jour, ça va s'afficher. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, ce genre de produit, souvent, c'était fait par le passé, des choses telles que le Viagra, c'était fait par le passé pour des gens qui avaient vraiment de gros dysfonctionnements érectiles. Mais aujourd'hui, il a 20 ans, il a 16 ans, il a 15 ans, il n'a aucun trouble érectile. C'est lui qui va consommer ces produits parce qu'il veut durer. Il faut qu'on dise à ce jeune-là que ce n'est pas parce que tu as fait pendant 1 heure de temps, pendant 2 à 3 heures de temps que tu es performant. Il y a des jeunes qui ont te dit avec fierté, je l'ai attrapé de 15 heures jusqu'à 22 heures. Mais il est en train de se tuer à petit feu. Parce que tu vas mourir un matin. Il y a des gens qui font quand il n'y a même plus d'éjaculation. Mais il insiste parce qu'il se dit, elle a mangé mon poulet, j'ai dépensé telle somme, il faut que je me venge. L'acte sexuel, là, ce n'est pas une opportunité de punition ou bien de vengeance. Ça doit être quelque chose dans lequel on prend plaisir. Il faut que les hommes puissent comprendre. Si aujourd'hui je n'ai pas été performant, je ne dois pas 2 heures de sexe à quelqu'un. Voilà. Vous pouvez intervenir sur ce que... Oui, concernant les causes. Oui. Effectivement, comme il a dit, les causes psychologiques, c'est ce qui domine.
Mais déjà, il faut différencier ce qui n'est pas une maladie à consulter à l'hôpital et ce qui est une maladie à consulter. Parce que c'est ça vraiment qui fait le point focal entre les deux. Une panne sexuelle ne fait pas une dysfonction sexuelle. Ce n'est pas parce qu'une fois vous êtes allé avec une fille et vous n'avez pas pu que vous devez forcément consulter à l'hôpital. Il faut déjà enlever tout ce qui est facteurs psychologiques qui sont environnants. Un investisseur qui est, comme Gondo le disait tout à l'heure... Ce que je voulais... C'est tellement important ce que vous dites. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle une panne sexuelle? On peut zoomer sur lui, voilà. Panne sexuelle et trouble érectile. Ou une érection molle. Oui, voilà. Vous avez un rendez-vous avec une femme. Oui. Et pour ce seul jour-là, de façon exceptionnelle, de façon inopinée, vous n'arrivez pas à avoir une relation sexuelle aboutie. C'est une panne sexuelle. C'est isolé. Okay. Si ça se répète une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça commence à vous inquiéter. Vous devez consulter à l'hôpital. Voilà. Donc, il ne faut pas déjà, dès le début, se paniquer et penser que déjà, c'est un problème grave, il faut consulter. Deuxième des choses que je suis laquelle non, on reste toujours dessus. Et oui. Celui qui s'élève à moitié? Celui qui se lève à moitié. Ça, c'est l'érection molle. L'érection molle, oui. Donc, l'érection molle, il y a des exercices. On n'a pas besoin forcément d'un médicament pour ça. Il y a des exercices qu'il faut connaître, qu'il faut s'habituer à faire en dehors même de l'acte sexuel. C'est ce qui permet de vaincre l'érection molle pendant l'acte sexuel. C'est quel exercice? Oui. Premier exercice, il y a ce qu'on appelle la musculation du périnée. Vous voyez, quand vous voulez aller aux toilettes, oui. Vous appuyez comme si vous voulez fouf. Oui. Parfois, même en dehors des toilettes, vous devez faire cet exercice-là, comme si vous êtes en train d'évacuer les selles. Oui. Vous faites ça et vous bloquez. Vous faites ça, ça muscle votre périnée. Ça vous permet... Mon frère, ça vous permet... Voilà. Attends, docteur Osman. C'est plus mon seul. Voilà. Mais c'est fait c'est comment? La moyenne, c'est 4 minutes par jour. On peut le faire sans bruit, oui. Non, c'est sans bruit. C'est 4 minutes par jour pendant une semaine. Normalement, vous faites 4 minutes. Chaque jour, vous trouvez un moment. Vous faites 4 minutes où vous faites la pression pour aller aux toilettes. C'est tellement important. Oui. Celui qui a une érection molle, il faut lui dire ce qu'il doit faire. Allez, zoomer sur Donc, lui. je dis, quand vous avez une érection molle, il y a des exercices à faire pour muscler votre périnée, pour permettre à ce que l'érection molle n'arrive pas. Donc, le premier exercice, c'est ce qu'on appelle la musculation du périnée. Oui. Regardez votre caméra. L'exercice, c'est quoi? C'est le fait de faire comme si vous voulez évacuer les selles. Donc, vous faites une pression comme quelqu'un qui est en train d'essayer d'évacuer les selles. Vous le faites et après, vous contractez comme si vous voulez fermer. Vous voyez, quand quelqu'un a un peu comme la diarrhée, il veut couper la diarrhée. Donc, vous forcez, vous fermez. Vous forcez, vous fermez. Vous faites ça au moins 4 minutes par jour. Non, mais là, actuellement, assis, vous pouvez le faire. Les muscles du périnée. Vous pouvez le faire si vous bloquez. Assis. Siro. Voilà. Attends. On peut contracter. Non, il n'y a pas besoin d'effort. Tu peux contracter. Non, on va entendre le bruit. Non, il n'y a pas de bruit. Le bruit, c'est autre chose. D'accord, deuxième exercice. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle l'urine passive, la miction passive. Pendant que vous faites pipi, vous urinez, dès que vous commencez les premières secondes d'urine, vous arrêtez tout, vous laissez tout. Vous laissez l'urine sortir sans pousser, sans bloquer. Donc vous allez laisser l'urine sortir tout seul. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire. Parce qu'en fait, l'être humain a le réflexe normal de faire une érection active, en poussant pour faire sortir. Et ça permet de ne pas contrôler bien l'éjaculation. Voilà. Et l'érection, très souvent, est molle à cause de ça. Donc, vous essayez de faire une miction passive. Vous laissez l'urine couler. Et pendant que vous êtes dans la relation sexuelle, quand vous sentez que votre érection est molle, vous faites le même exercice. À un moment donné, vous laissez comme ça permet de remuscler votre périnée. Ça donne encore de la vascularisation et ça remonte. Il y a aussi des méthodes naturelles, des nourritures, de l'alimentation naturelle. Vous savez, aujourd'hui, on va beaucoup plus vers les médicaments, alors que les médicaments, en fait, c'est la dernière étape des soins. Il y a d'abord ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, ce que vous mangez, comment vous vous comportez. On va revenir dessus sur la nourriture. D'accord. Ouais. Docteur, vous avez voulu intervenir tout à l'heure. Siro, je ne t'ai jamais vu engagé dans une émission comme ça. tu es excité comme ça, Siro. Je parle pour toi parce que, écoute, non. C'est tellement important que il y a tellement de personnes qui se retrouvent dedans. Aujourd'hui, quand vous garez quelque part, vous voyez que il y a des médicaments qui marchent plus que chose même. C'est ça qu'il y a un problème. C'est vrai. Il y a un problème. Donc, il est tellement important que les gens expliquent ça à la jeunesse. Tout à fait. Voilà, parce que pour lui, il pense qu'il est malade, il a besoin de se référer à certains médocs et autres. Or, ce n'est pas ça. Non, Siro, moi je suis d'accord. Il est certain, encore une fois, comme je l'ai précisé au début, que c'est un thème extrêmement important et qui intéresse tous les hommes, tous sans exception.
parce qu'on sera exposé. Oui. Ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est que les troubles érectiles, puisque tu as parlé des jeunes, les troubles érectiles, c'est surtout le plus fréquent, disons, à l'âge adulte, à l'âge moyen, et de plus en plus chez les sujets âgés. Ok. C'est quand même très, très rare. Quelle est la moyenne d'âge qui... Ben, à partir de 30 ans, on peut avoir des troubles érectiles. Mais en tout cas, c'est l'âge moyen, l'âge adulte, l'âge moyen, la trentaine. Et après, de plus en plus, avec l'âge. Ça, c'est la fréquence véritablement des troubles érectiles dont tu as parlé. Maintenant, parlons de l'alimentation. Oui, l'alimentation. J'aimerais... Je peux laisser les spécialistes. Non, mais Oui, attends, toi, moi je parle-lui. commence et puis le spécialiste va parler. Tu as fait formation de ça? Non, je n'ai pas fait de formation, Ok. mais je suis outré, sincèrement, je suis outré de voir des jeunes qui sont sédentaires. C'est choquant. C'est ça. Voir quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, avec un ventre comme ça, marcher simplement, mais prendre les escaliers même de son bâtiment, c'est problématique. Il ne fait pas de marche, il ne fait aucun sport. Il consomme la bière, mais à outrance. Il a mis chez lui, à la maison, un petit bar où, par moment, pour se mettre dans les conditions, On il va t'a dit prendre. que ça nous empêche de tout regarder. C'est un défaut charmant, c'est vrai. Un homme doit avoir Donc, un en ventre quand même. fait, je vais dire à Crépin, Oui. en tant que médecin, lui, il peut se permettre de parler Oui. et de critiquer les gros mangeurs que nous sommes. Oui, mais Non, faut lui non, dire que toi nous- et moi. je Mais parle qu'il- pas de ça. Parce que Crépin, Oui, mais Crépin, il a une empreinte génétique. Tu dois savoir c'est-à-dire- que nous sommes plus performants que toi. Hein. Ah, ça, d'abord. tu dois... Non, il faut qu'il sache qu'il a une empreinte génétique. C'est-à-dire qu'avec les gènes et les chromosomes qu'il a, Oui. il ne sera jamais gros. Il peut manger 10 fois plus que nous, il ne sera jamais gros. Parce que c'est marqué dans ses gènes et dans ses chromosomes. Merci. Alors, docteur, ce que je tenais à dire, c'est que dans ma famille, Oui. c'est le processus qui est comme ça. Mon père était comme moi et puis après, il est devenu gros. Non, Donc, si je à dis- partir de 30 ans, tu ne grossis pas, tu ne vas jamais D'accord. grossir. En fait, le point, je tenais juste à dire, c'est juste une façon d'imager en parlant du ventre bédonnant. Bien Mais ce sûr. que je veux dire, c'est que ça me choque que des jeunes n'aient pas d'activité sportive, n'aient pas d'hygiène de vie. Arrivé un moment, ce n'est pas un médecin qui a te dit ça. Il faut que D'accord. toi-même, tu sois capable de t'adapter. Tu sais, il y a des opportunités d'actes sexuels qu'on a dû éviter parce que tu sais que tu n'es pas dans les bonnes conditions. Tu sais que tu as bossé toute la journée, tu es fatigué physiquement, ce n'est pas de la magie. Il faut te reposer d'abord. Quand on dit souvent aux jeunes d'arrêter de prendre des excitants, de consommer la drogue, la cigarette à outrance, de consommer L'alcool. de l'alcool à un certain niveau, parce que regarde bien le plan de la soirée, c'est quoi? On sort avec la petite go, on va. Et au milieu de la nuit, on va manger de la ticket, on va prendre peut-être du porc ou du truc qui est pimenté, Et on va consommer de on va l'alcool. consommer de l'alcool pour mettre là-dessus, et puis on est surpris qu'on ne soit pas performant. Mais ce mélange toxique que tu as mis au fond de toi là, l'alcool là, c'est un effet qui va t'exciter pour une certaine période, mais après ta vraie performance va sortir. Il y a même des marques de boissons qui sont réputées pour doper les performances sexuelles, et souvent c'est utilisé à bon escient par des marketeurs pour te dire « Ah, attention, ça là c'est bon par rapport à temps », mais dans le fond là, quand toi-même tu es bien, c'est bon. Je me rappelle à l'époque où je jouais beaucoup au foot. Où tu prenais beaucoup. Non, je prenais absolument rien. Mais j'avoue que pendant cette période de vacances-là, on était actifs dans le sport. Mais tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Dès que tu commences, toi-même souvent tu es surpris que ça ne vienne pas parce que tu es performant puisque tous tes organes fonctionnent bien. C'est ça. Donc le message à dire aux jeunes aujourd'hui, il ne faudrait pas penser que c'est de la magie ou bien ça quitte au ciel pour tomber. Ne vous laissez pas abuser par les images pornographiques que vous voyez où le gars il a duré 45 minutes. Ce n'est pas ça un acte sexuel. Un acte sexuel il peut être court, comme il a dit, de peut-être 4-5 minutes, mais tellement intense où les uns et les autres ont pris plaisir. Logiquement, le premier, s'il fait 30 minutes, c'est que tu as pris quelque chose et fais attention à toi. Ok. Fais attention à ta santé. On va parler de l'alimentation et puis après, docteur, comme vous êtes en ORL, on va parler de la prise des médicaments. D'abord, Pour l'alimentation, Oui. il faut savoir que, comme Crépin l'a dit tout à l'heure, il y a des nourritures qui, de façon directe, vont entraîner une baisse de l'érection. On sait aujourd'hui, exemple. comme je l'ai dit, on sait La que ticket. ce sont les petites Et artères, attends. ce sont les petites artères qui amènent du sang Oui. dans la verge et qui créent l'érection. Oui. Donc, quand les artères vont commencer à diminuer de calibre, à se fermer, vous n'allez pas avoir d'érection. Donc, tout ce qui est huileux, tout ce qui est gras, entraîne une baisse de l'érection. Donc, si vous voulez avoir une bonne érection, arrêtez de manger gras. Allons-y. Deuxième, c'est le sucre. Tout ce qui est très sucré entraîne une baisse de l'érection. Si tu veux avoir une bonne érection, arrête de manger sucré. Voilà. Et tout ce qui est très salé aussi entraîne une baisse de l'érection.
Arrêtez de manger salé. On va arrêter de manger Ça ça. vous Maintenant, abaisse. Donc, je précise bien très salé, très sucré et très gras. Parce que souvent, la précision... Donc, elle est- je reprends. Voilà. Arrêtez de manger très sucré, Sauce graine. très salé Très gras. et très gras. Voilà. Sinon, Voilà. Ensuite, le tabac. On sait qu'il y a du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz qui est à l'intérieur du tabac. On sait qu'une personne qui fume un jour, dans l'heure qui suit, s'il doit avoir une relation sexuelle, il a 20% de chances d'avoir une bonne érection et 80% de chances d'avoir une dysfonction érectile. Donc, les personnes qui fument, très souvent, ce sont des personnes qui nous appellent, qui ont des problèmes de troubles de l'érection. C'est la même chose pour l'alcool. Mais l'alcool, on est plus autour de 7 à 8 verres qui entraînent 20% de troubles sexuels. Donc, l'alcool est encore moins significatif que la cigarette. arrêtez beaucoup de fumer, arrêtez de fumer beaucoup. Sinon, Voilà. Maintenant, Donc, quels les sont cigares sont dedans? L'alcool Est-ce que les sirop. cigares sont oui, mais concernés? le Oui, en cigare, fait, il y a plusieurs types de le cigares. cigare, par exemple. Tout ce qui va contenir de la nicotine Oui. sera concerné. Mais le cigare, est-ce qu'il contient de la nicotine? Il y a C'est un des cigares- vasodilatateur, normalement, le Si, pourquoi cigare. tu défends les cigares comme ça? Oui, parce que j'aime le cigare, Ah, tu sais. d'accord. Ah, OK. Est-ce que tu es... Il permet... pour moi, le cigare, il fluidifie... Monsieur Sirop, oui. il ne fluidifie que le cerveau. C'est ça. OK, OK. Voilà, le cigare, c'est du tabac. C'est comme... Mais un cigare, quand même, le dimanche... Ça pose pas de problème. OK, merci. Bien sûr. Je suis encore dans la... Je n'insiste pas. Voilà. Bien Donc, je sûr. disais aussi qu'il Oui. y a des aliments qui ne sont pas interdits et qui, au contraire, sont à encourager pour les personnes qui ont des troubles érectiles. Oui. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'oignon blanc contient ce qu'on appelle de la phosphodiestérase et qui va permettre une érection plus longue. Certains L'oignon fruits- blanc. Tu as fait oignon, Oui. va finir sur le marché. L'oignon blanc, oui. Effectivement, ça contient de la phosphodiestérase. Donc, vous pouvez zoomer sur lui, s'il vous Alors plaît? qu'il y a un problème au niveau du prix des oignons, là. Il a, Oui, il a- oui, mais il a explosé, là. On va planter encore, allons. Zoomez sur lui. Donc, il y a aussi la pastèque. Non, prends si, d'abord on attend. oignon. Oui, l'oignon blanc Je suis d'abord. trop loin. En tous les cas, je Allons-y. peux dire que Sirop, c'est un sujet qui te passionne. Mais c'est ce que Et ça Ça me me apparemment- passionne parce que nous, Non, tous non, les ne hommes... mets pas dedans. Toi, t'as Apparemment, jamais tu dit es comme ça. très intéressé. Si. Un peu trop, là. Un peu trop, là. Un peu trop. Ah, OK. Un peu trop. Merci. Zoomez sur nous, s'il vous plaît. Merci. Allons-y, frère. Voilà, donc je disais que l'oignon blanc, il y a un composé à l'intérieur qui s'appelle la phosphodiestérase 5. Ce composé-là, c'est le même composé finalement On va se phosphorifier. qui va être utilisé pour faire certains aphrodisiaques qu'on fait en pharmacie. Donc ce composé qui est déjà à l'état naturel, qui est à l'intérieur de l'oignon blanc, lorsque vous le consommez, vous allez avoir une érection un peu plus longue que d'habitude. Dites à vos hommes d'arrêter de prendre de ces médicaments bizarres. Il n'est qu'à manger juste l'oignon blanc. C'est Après, l'oignon nous, c'est comme nous brossé, mangeons tous les jours, là. Après, nous, Mais il y a beaucoup d'aliments qui interviennent. Il n'y a pas Oui, que on l'oignon arrive. blanc. Oui, mais je cite On un a peu. parlé d'avocat, de citrouille, Même le gombo. de ginseng, Le gombo. Même le gombo, même le gombo, bien sûr. Le gombo. il fortifie on dit ça réveille beaucoup, là? l'érection. Voilà. Et ça aussi, c'est une mauvaise image qu'on a donnée au gombo gratuitement parce Po, que po, tous les po, proctologues du po, monde po, entier po, sont po, d'accord que le gombo ne donne pas d'hémorroïdes. Et c'est faux. C'est vraiment l'hémorroïde qu'on a collé au gombo. Il faut faire une campagne de désensibilisation pour que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec l'hémorroïde. OK. Et puis, il y a quoi encore? Et ensuite, il y a des fruits. Le docteur Oui. Elamine a dit, Oui. l'avocat. L'avocat. J'arrive sur le docteur. c'est ça. Lui va parler des médicaments. médicaments. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi l'avocat. L'avocat. Il y a aussi la pastèque. La pastèque. Voilà. Et certains fruits qui ont de la vitamine C, tels que l'orange, etc., mais à un degré un peu plus moindre que les autres que j'ai cités précédemment. Vous avez vu? Voilà. C'est la seule émission qui trouve la solution à vos problèmes. Docteur, les médicaments. Alors, les médicaments, il faut diviser, disons, ce chapitre thérapeutique en deux. Il faut les Faut pas- diviser en deux. En deux, oui. Il faut Donc, pas... Non, non. Non, docteur, attendez. Oui, Si oui. on doit les diviser en deux. Oui. Vous savez que la télé aussi, elle ne passe pas. On ne fait pas une émission seule. On doit la diviser par moment. On doit la diviser par moment en Absolument. partant à la pub. Absolument. La pub. Aujourd'hui, nous parlons des troubles érectiles. Et si vous venez de nous prendre, vous êtes sûr
NCI, vous êtes dans les hommes d'ici. Je suis avec mon ami de tous les jours, Juste Crépin. Voilà. Nous sommes avec 2 docteurs. Et le premier que je vais présenter, c'est le docteur El Amin et le docteur Osman. La prise de certains médicaments entraîne-t-elle des troubles érectiles? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a certains médicaments, il y a même certaines pathologies, oui, par exemple comme le diabète, qui peuvent favoriser ce genre de problème. Oui. Mais parmi les médicaments, ceux qui sont beaucoup utilisés et de plus en plus dans ce siècle complexe, ce sont par exemple les antidépresseurs qui peuvent poser problème et créer des troubles érectiles, principalement. OK. Ben oui, et d'autant plus qu'on a évoqué tout à l'heure que l'acte sexuel, c'est aussi un contexte psychique. Donc tous les troubles comme l'angoisse, la dépression, le stress, l'anxiété, tout ça, ça peut créer ces problèmes-là. Et quand les gens prennent assez souvent des anxiolytiques, des antidépresseurs, ben, ça peut provoquer des troubles érectiles. Waouh. Siro, oui, avant qu'on aille voir le docteur Osman, oui, permettez-moi aussi de parler un peu des mixtures. C'est important. Oui. Les fameuses mixtures. Oui. Voici des produits qui sont vendus, dont on ne maîtrise vraiment pas l'innocuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de tests qui ont été faits pour savoir s'ils n'ont pas d'impact. J'aurais appris que... Petit cola, les racines dans les bouteilles. On voit les racines dans les bouteilles, on prend tel écorce, on mélange avec ceci, on mélange avec cela, on met de la liqueur dessus. Dans la maison, on a ça, on sert dans des petits pots. Et j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, les médecins sont ici pour me contredire si je raconte des bêtises, c'est qu'il y aurait un lien entre la consommation excessive de ces produits et puis des complications de santé telles que l'insuffisance rénale, les problèmes cardiaques et autres là. Donc c'est l'occasion aussi de parler aux gens. On ne veut pas gâter le business de quelqu'un. Parce que quand tu parles comme ça, on dit oui, tu veux gâter notre affaire. On ne veut pas gâter le business de quelqu'un. Mais je veux dire qu'il y a un certain âge, il faut faire attention à tout ce qu'on consomme. Parce qu'en fait, le corps, il est ingrat. Ce que tu prends aujourd'hui, tu vas rendre compte du jour au lendemain. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas sûr du produit, parce que dire que non, c'est une maman, tout le monde la connaît, soigne les gens, ce n'est pas suffisant. Allez sur Internet voir des bouteilles avec des composants aussi noirs que nocifs, les acheter à prix d'or pour les utiliser, parce qu'on ne vise que la performance sexuelle, il y a un danger qui est lié à ça. Je me rappelle d'un ami qui, lui, le jour où on est parti le voir à la maison, il a sorti énormément de bouteilles de ce genre. Tac, tac, on consommait tout. Et puis, je me rappelle, il y a un dans notre groupe qui a dit toi, de toute façon, tu prends les trucs là. Faut faire attention à ça. Et puis, on est passé dessus rapidement. Je ne dis pas forcément qu'il y a un lien, mais après, on a découvert un cancer qui avait commencé à se généraliser. Par la grâce de Dieu, il a été pris en soin et aujourd'hui, ça va chez lui. Donc, je lance la question, comme les médecins sont là, afin qu'ils puissent faire la lumière sur les complications de santé oui. et puis certains produits. Crépin, il est clair que l'acte sexuel, c'est quelque chose de vital pour l'homme, pour la femme. Donc c'est un domaine qui est important. Et chaque fois qu'il y a un sujet important qui concerne un maximum de population, ben malheureusement, et on le sait très bien, ce n'est pas seulement pour ce cas-là, mais pour plein d'autres choses, ben malheureusement c'est le berceau après de plein d'arnaques, d'accord, et plein d'abus, comme on en voit. À partir du moment où l'acte sexuel, c'est quelque chose d'important qui concerne tout le monde, ben vous allez avoir beaucoup d'abus, vous allez avoir beaucoup de potions magiques, tu parles de mixtures, et qui vont effectivement non seulement ne pas être efficaces, mais en plus assez souvent avoir des effets secondaires. L'insuffisance rénale, des insuffisances rénales graves, on en a régulièrement avec des mixtures, avec des médicaments qu'on utilise. Donc effectivement, il faut faire attention, ne pas acheter n'importe quoi et encore une fois, ne pas oublier que s'il y a un problème dans l'acte sexuel, ce n'est pas seulement un problème de performance physique ou ce n'est pas seulement un problème de mixture pour régler véritablement cette pathologie. Oui, donc comme je disais, voilà, il y a des produits comme ça, on voit sur Internet, on achète tout. C'est des promesses, mais des promesses fallacieuses parce que souvent, c'est d'aucune efficacité. Mais en plus, il faut plus mettre en avant
l'impact sur notre santé. Tu as déjà vendu cela, toi? Oui, j'avoue. J'avoue, il y a quelques années de cela, j'ai eu à vendre ces produits-là. On dit que les ne sont Oui, pas. je m'en excuse. Mais en tout cas, tu es quelqu'un de Je m'en bien. excuse et puis voilà, ça après j'ai compris tous les risques qui étaient liés à la santé. Docteur, les oreillons. Les oreillons. Mais déjà, je voulais rebondir sur ce que Oui. Juste Crépin a dit tout à l'heure, concernant les produits. Vous savez, aujourd'hui, il y a une mentalité qui pense que tout ce qui est naturel est sans effet secondaire. On entend ça beaucoup dans la rue. On dit que tout ce qui est plante, tout ce qui est naturel est sans effet secondaire. Et nous, on se bat. On se bat pour que les gens comprennent. Pourquoi vous ne sensibilisez pas? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la communication a changé. Exactement. Vous, en tant que médecin, on ne vous voit pas intervenir ou bien même interdire certaines boissons, mais certains médicaments. Vous êtes dans votre coin et bon, nous, Siro, on on est là à côté de toi, là. Non, mais c'est tellement juste, C'est vrai Siro. que vous êtes sur l'émission, mais On moi, est là. je dis aujourd'hui que... Non, mais c'est tellement Non, juste. ça, c'est mon cri de cœur. Effectivement. Beaucoup de choses sont vendues. Il y a l'association des consommateurs et autres. Mais vous, en tant que médecin, vous qui avez suivi cette formation, pourquoi jamais vous n'interpellez la population sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui est bon? Effectivement, Siro. Moi, ce que je voulais dire simplement, Oui. c'est que les gens n'ont pas l'habitude de prendre des conseils médicaux auprès des médecins. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de se déplacer à l'hôpital. Oui. Vous pouvez simplement, si vous avez un médecin traitant, un médecin de famille, vous prenez votre téléphone, vous lui dites « j'ai un trouble érectile, j'ai tel. » Moi, je me rappelle récemment. Non, je parle des mystiques que les gens ont l'habitude mais de les gens faire. les prennent Mais vous pourquoi? savez que c'est un danger pour cette population. Oui. Et vous savez que c'est tellement important d'en parler, Oui. mais vous n'en parlez pas. Mais- Aujourd'hui, vous savez que tout le monde peut vrai. monde peut aller sur Facebook pour parler, mais vous, en tant que médecin, vous n'en parlez pas. Bon, personnellement, moi, j'ai une page Facebook. Oui. On essaie de bien faire sûr. ce qu'on peut. Faire beaucoup de promotion. Voilà, mais- on essaie oui, de mais- faire ce qu'on Créer du peut. contenu, du test pour sensibiliser. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que vous avez tellement raison que tous les médecins devraient s'y mettre. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'habitude du faux, les gens ont plus l'habitude de croire les fausses informations. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être Crépin peut Non, nous dire pourquoi les mauvaises informations vont plus vite que les vraies informations. C'est ce qu'on voit qu'on Oui. retient. C'est ça. C'est ce qu'on voit qu'on retient. Par exemple, il y a un produit, je ne vais pas citer de nom, il y a un produit récemment qui est très vendu en Côte d'Ivoire. En France, il y a eu un laboratoire qui est venu prendre un échantillon de ce produit parce qu'on ne connaît pas la composition. Nous, les médecins d'ici, on ne connaît pas la composition de ce produit. En France, ils ont pris ce produit-là, ils ont testé en laboratoire pour séquencer, pour voir quels sont les produits chimiques qui sont dedans. Et finalement, on s'est rendu compte que le sildenafil qui est dans le Viagra, parce que le Viagra, on ne peut pas le dépasser 150 mg pour une personne. Oui. Le produit-là contient près de 650 mg de Viagra à l'intérieur. Bon, vous êtes président le président de l'association des médecins, non? Oui, Il y a le ministère de la Santé qui est là. oui, Pourquoi vous et le ministre de la Santé, vous ne vous mettez pas ensemble oui. pour interdire certains produits? C'est déjà interdit. En fait, il y a la médecine traditionnelle qui est reconnue par le ministère de la Bon, on Santé. va quitter sur notre sujet. Et puis, il y a une médecine traditionnelle qui n'est pas parler de ça. reconnue. Hein, on va peut-être revenir, mais Oui, ce que je voulais vous dire, oui. c'est que l'illégalité, la meilleure façon de lutter, vraiment, c'est les médias. C'est vous, les médias, On va parler de qui ça. nous À aident partir à d'aujourd'hui, on lutter va parler de ça. contre l'illégalité. Docteur, les solutions. Les traitements pour y Les remédier. traitements, oui, surtout. Alors, les solutions, il y en a plusieurs. Bon, encore une fois, il faut que ça soit, comme l'a dit mon confrère, le dernier recours. D'accord? Mais je voudrais, avant de parler des médicaments et des solutions qu'on a, dire qu'il faudrait arrêter que ça soit un sujet tabou. Comme l'a dit aussi mon confrère tout à l'heure, il faut absolument aller consulter. Il faut en parler. Il faut arrêter de mettre en avant la virilité masculine, l'angoisse de la performance et différents problèmes. Il faut parler de ces problèmes quand on en a, aller consulter les médecins, aller en parler autour, justement parce qu'il y a toujours des solutions. Alors, concernant les solutions médicamenteuses, on ne va pas rentrer là aussi dans les détails. Tout le monde sait déjà, en tout cas le grand public, qu'il y a des solutions médicamenteuses, le Cialis, le Viagra et d'autres, d'accord, qui vont aider de façon ponctuelle. Mais là encore, attention à ne pas en abuser. Il y a même d'autres solutions un peu plus complexes quand le problème est vraiment grave. Pour les troubles érectiles, il peut y avoir des injections au niveau des pénis. Wow. Il peut y avoir des mécanismes qui vont aider aussi
sans injection au niveau du pénis, d'accord? Il peut y avoir aussi des solutions hormonales au niveau des médicaments, d'accord? Parce qu'il y a toujours aussi un phénomène hormonal qui intervient. Donc voilà, il y a plein de solutions qu'on peut trouver chez les médecins, spécialistes bien sûr, pour régler ce problème-là. Tu as voulu parler d'oreillons tout à l'heure. Oui, les oreillons. Oui. Il y a une idée populaire qui pense que quand on a des oreillons, quand on est enfant, à l'âge adulte, ça va entraîner une impuissance sexuelle. Donc il faut préciser que les oreillons, c'est ce qu'on appelle l'orchite immunologique. Parfois, ça entraîne une stérilité. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a des oreillons qui sont maltraités, qui ont des complications, quand il va être adulte, il peut avoir une stérilité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'enfant. Mais ça ne touche pas l'érection, ça ne touche pas la production des spermatozoïdes en tant que Ce n'est pas une dysfonction Multiplication des sexuelle. 5 ans, tu dis quoi? Quand l'enfant a un oreillon pendant qu'il est enfant, Oui. à l'âge adulte, il peut ne plus pouvoir faire d'enfant. Oui. Donc ça, c'est une stérilité masculine. Ce n'est pas un problème sexuel. Ça ne touche pas l'érection, ça ne touche pas le fonctionnement Il sexuel. pourra toujours avoir un acte sexuel normal. Oui. Mais il aura un problème de stérilité. Donc, donne un conseil aux parents pour les oreillons des enfants, s'il te plaît. Alors le conseil Oui. qu'on peut donner, c'est quand votre enfant, vous pensez qu'il a un oreillon. L'oreillon, c'est une parotédite. C'est le fait que cette zone-là peut commencer à gonfler, l'enfant peut faire la fièvre, etc. Dès que vous voyez ça, ayez très peur, allez-y à l'hôpital pour consulter un médecin ORL. C'est très, très important parce que le temps que vous perdez avant de consulter, malheureusement, ça va entraîner des complications, dont les complications... On a un ORL sur le plateau. Exactement. Maintenant, docteur, quand la personne n'a pas vu dessus ça, et quand il est âgé, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il n'a pas vite su quoi. Il a eu des des oreillons, et là, il est âgé maintenant, Ah, il y a et des il a un complications. problème d'infertilité. Ben après, il faudra consulter le spécialiste pour faire des examens plus poussés et voir au niveau des spermatozoïdes, justement, et voir s'il y a un problème de fécondation ou pas. Mais là, encore une fois, on sort un peu du contexte Oui, non, c'était important des problèmes aussi. Je sais qu'on sort... de dysfonction Oui, sexuelle. mais c'est important parce qu'on parle de sexualité. Bon, Crépin, Oui. comment... Non, Oui, vas-y. quand quelqu'un a un problème érectile, comment parler de ça à son partenaire ou à sa partenaire? Je pense qu'il Non, à sa partenaire surtout. faut, avant de parler à son partenaire ou à sa partenaire, il faut déjà soi-même chercher les causes. Il faut déjà se renseigner là-dessus. Quand toi-même, tu sais que tu n'es pas dans un bon état physique, il ne faut pas aller inventer certaines choses, quoi. Il faut toi-même être d'abord situé. Comme il le disait, si c'est quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire habituellement, ça se passe bien. Et puis, une fois, ça ne s'est pas bien passé, ça ne veut pas dire que c'est vraiment une complication C'est sérieuse. ce qu'on appelle la panne. Voilà, c'est une petite panne. Mais par la suite, si tu vois que ça fait 3, 4, 5 fois, il ne faut pas pousser la personne avec qui tu es à se poser des questions ou à te poser des questions. Il faut ouvrir le débat, il faut que vous vous asseyez pour discuter. Tu as vu la jeune fille qui a témoigné tout à l'heure? Oui. Elle a parlé de son couple, elle s'est fiancée à quelqu'un et après elle a vu que le gars, il n'avait pas une panne, mais il avait un problème. Oui, bien sûr. Oui, mais quand c'est comme ça, quand une personne se trouve dans cette situation, comment il doit aborder sa partenaire pour lui dire « Ah ». Il faut que les gens aient le courage de dire des vérités et de dire des choses de façon crue. Tu ne peux pas dire que tu veux fonder une vie avec quelqu'un et puis garder un secret aussi lourd. Parce que la personne n'est pas informée. En fait, il a fait preuve de malhonnêteté. C'est de l'abus. C'est ce qu'il a fait. Il a abusé d'elle. Non, mais parce que, mariage. Il faut être franc, c'est tout. Il faut dire que vraiment, j'ai tel problème. Et puis un couple, c'est l'acte sexuel, mais c'est l'amour avant tout. Effectivement. Donc, il n'y a pas que l'acte sexuel. Voilà, je t'aime vraiment, mais voici mon problème. Si la personne peut supporter, on peut comprendre, mais si elle ne peut pas supporter, tu parles à garder de force, parce que toi, tu as un problème. Mais en plus, il est jaloux et possessif. Donc, ça devient problématique. Elle peut peut-être, et tu constates qu'elle a dû attendre, elle a supporté cela, mais il y a beaucoup de personnes, c'est des escrocs. Il y a énormément de mariages factices qui sont faits comme ça. Il connaît son problème, il ne dit rien, il va jusqu'au mariage, et puis il piège la personne. Après, bon, la personne constate, et c'est là qu'il veut négocier pour arranger. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, je tenais aussi à donner des conseils à nos femmes, à nos chères femmes. Un homme peut avoir des troubles érectiles. Comme vous aussi, vous pouvez faire preuve de frigidité par moment. C'est la manière que l'homme est vu dans le regard de sa partenaire qui est lourd à supporter. Quand tu tombes sur une femme qui te rappelle que « Est-ce que toi, tu es garçon? Tu n'as pas fait ceci, ce n'était pas bon. » Ou bien tu te fais asseoir pour dire « Vraiment, tu as un problème. » C'est la manière d'envoyer le sujet qui fait que la personne cherche des solutions. Parce que nous tous, on n'a pas le même passé. Il y a des femmes, par exemple, qui, après peut-être 5-10 minutes, elles sont bien. Il y a d'autres qui ont demandé plus.
moi, je dis aux hommes, si elle te demande plus que tu n'en es pas capable, elle a franchi de lui dire vraiment, je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme là, on va mettre une autre fois. De la même manière que tu la sollicites par moi et puis elle refuse, elle a le courage de lui dire, mes chères femmes, sachez comment approcher votre homme qui traverse une telle situation et chercher ensemble des solutions. Il ne faudrait pas que ce soit qu'il sente que c'est juste lui son problème ou elle te dit, il faut chercher à régler ton affaire. Hein. Sinon, moi, avec des menaces, des ultimatums, ce n'est pas très intéressant d'entendre, quoi. Il faut en parler avec humilité, avec courage. Il a parlé de courage, mais il faut en parler. C'est capital. Votre dernier mot, regardez la caméra et donnez des conseils à celui qui se trouve. C'est ce que je veux dire à tous les hommes, mais c'est un problème aussi qui concerne les femmes. Quand il y a un problème sexuel, de dysfonction sexuelle, il faut en parler. Il faut en parler à l'entourage, éventuellement les amis. Il faut en parler, aller consulter, ne pas hésiter à consulter. Et il faut en parler principalement à son partenaire. Voilà. Et je voulais aussi juste ajouter que si vous avez garé une voiture, pendant 20 ans, la voiture n'a pas roulé, quand vous allez démarrer la voiture, ça ne va pas démarrer d'un quart de tour. Donc il y a certains couples, surtout dans les milieux religieux, où les gens font de longs moments d'abstinence. Et après, on nous appelle dire j'arrive pas à démarrer, ça fait 4 ou 5 fois. Ce ne sont pas c'est pas une impuissance sexuelle réelle. En fait, c'est le démarrage qui est difficile. Mais parfois, quand on commence à démarrer... Il y a d'autres, on pousse juste quand ça ne démarre pas. Hein? Non. Quand tu n'as pas l'habitude de le faire, par quelqu'un qui a fait 2 ans de prison ou 3 ans de prison, effectivement, ça s'appelle une impuissance sexuelle d'habitude. Ça arrive comme ça. Et aussi, il y a les impuissances sexuelles de position sexuelle. Il y a des personnes qui ont des impuissances sexuelles juste par rapport à telle ou telle position. C'est-à-dire que dans le couple, lorsqu'ils sont en train d'avoir des relations avec leur femme, il y a des positions qui sont plus excitantes pour eux que d'autres. Ouais. Donc, si vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est difficile d'avoir réellement une solution à votre problème d'impuissance sexuelle. Wow. Et toi? Oui, mon dernier mot, c'est de dire aux hommes que n'en faites pas un sujet tabou. La performance sexuelle n'est pas quelque chose d'absolu et de continu. Par moments, il peut y avoir des étapes où on est moins bon. Il faut faire avec, mais surtout, il faut garder une bonne hygiène de vie, comme l'a dit le médecin Haussmann et bien sûr, Dr Elamine. Ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé non plus, avoir un bon repos et puis pratiquer une activité sportive. Et si c'est possible, ne pas avoir le ventre de sirop. Ça nous fera du bien. Sirop n'a pas de ventre. Un joli ventre. Les troubles érectiles, ça existe. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Tout le monde connaît ce problème. N'ayez pas honte d'en parler à votre partenaire parce que tout est un problème. Arrêtez de prendre des produits dopants pour être performant. Sachez que là où vous êtes assis, vous êtes performant. Il suffit seulement d'un peu de repos ou de contrôler votre hygiène de vie ou votre alimentation. Vous étiez dans Les Hommes d'ici et aujourd'hui, nous avons parlé des troubles érectiles. À la prochaine.